Michel Tobman, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, je dois avouer que nous sommes rattrapés à toute vitesse par l'actualité brûlante. Nous avions prévu de parler ensemble, on va dire de manière un peu tranquille, d'essayer de prendre un peu de recul et une certaine perspective sur le mouvement des Gilets jaunes en France, qui occupe le devant de l'actualité à Paris et en France. Mais on a, comme je vous le disais, été rattrapé par l'actualité avec deux développements qui sont intervenus. Le premier, c'était hier soir, la rencontre entre Benjamin Netanyahou et Mike Pompeo, qui n'était pas prévue et qui a duré plus de 3 heures. On a parlé au cours de cette rencontre, on le sait bien entendu, on a parlé de l'Iran, on a parlé des missiles balistiques iraniens, des derniers essais de missiles balistiques iraniens à ogives multiples qui ont été réalisés la semaine dernière avec les mises en garde de Mike Pompeo, on s'en souvient la semaine dernière. On a parlé également lors de cette rencontre de l'acheminement direct maintenant de Téhéran vers Beyrouth de matériel qui permet aux missiles du Hezbollah qui sont pointés, on parle de 150 000 missiles du Hezbollah qui sont pointés en direction du territoire israélien, d'être de plus en plus précis et donc de plus en plus dangereux. Alors, vous êtes un expert, on le sait, Michel, en matière dans le domaine iranien, dans le secteur du nucléaire iranien et de l'Iran. La première question que je voudrais vous poser, est-ce que finalement vous avez le sentiment que l'on est passé à une étape supplémentaire dans la coopération entre Israël et les États-Unis face à une menace iranienne, en particulier au Liban, avec tout ce qui se passe concernant le Hezbollah? Est-ce que l'on peut s'attendre aujourd'hui ou dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, à une frappe israélienne contre le Hezbollah, contre les missiles qui sont de plus en plus dangereux du Hezbollah? Écoutez, la réponse est dans la question. C'est que vous venez évidemment de résumer ce qui se passe actuellement. Tout ça est lié, à votre avis, n'est-ce pas? Oui, il y a une coopération évidemment avec les États-Unis. Maintenant, on est, je pense, dans une logique d'affrontement. C'est-à-dire que les Israéliens ont décidé de mettre un terme à cet étau, à cet encerclement qui se faisait progressivement depuis quelques années avec le Hamas au sud, le Hezbollah au Liban et puis les Iraniens directement en Syrie. Donc, évidemment, on n'a pas toutes les cartes sur le plan diplomatique. On ne sait pas notamment ce qui se dit, ce qui s'échange avec les Russes, puisque là, on a un événement spectaculaire et diplomatique, c'est la rencontre avec Pompeo, mais il y a aussi des échanges avec les Russes. Et moi, je crois que le plus important quand même, ces dernières semaines, c'est l'évolution de la Russie, c'est-à-dire que la Russie ne veut absolument pas avoir une grande puissance islamique à ses portes. Donc la Russie a laissé l'Iran parce que ça servait les intérêts des Russes. Donc la Russie a laissé l'Iran s'avancer en Syrie parce que finalement il fallait écraser Daesh, il fallait maintenir Bachar al-Assad au pouvoir dans l'intérêt des Russes. Mais aujourd'hui, la Russie veut tenir en laisse les Iraniens. Alors, évidemment, les Russes ne vont pas affronter directement les Iraniens, mais ils veulent les faire reculer progressivement. S'ils ne veulent pas non plus forcément les faire partir de Syrie, parce que le plus important pour la Russie, c'est de maintenir plusieurs acteurs sur le terrain et de maintenir plusieurs acteurs en confrontation et en opposition. Oui. Ce qui permet aux Russes de jouer un rôle d'arbitre. Parce que si évidemment s'il n'y a plus du tout d'Iraniens, si Bachar al-Assad était désarmé, si Israël dominait la région, il n'y aurait plus d'intérêt pour les Russes. Donc ils ont intérêt à baisser la puissance iranienne et à ne pas donner totalement satisfaction aux Israéliens. Voilà. Et comment alors on explique le fait que ces derniers jours, on l'a vu très clairement dans la nuit de jeudi à vendredi, des avions cargo iraniens arrivent, atterrissent à l'aéroport international de Beyrouth et déchargent du matériel qui est destiné directement au Hezbollah. Avant, on passait par la Syrie, maintenant ça arrive directement et c'est peut-être ce qui rend la tâche des Israéliens plus difficile aussi. C'est une provocation, c'est-à-dire que les Iraniens jouent leur propre jeu et ça, je crois qu'on ne peut pas dissocier ce qui se passe sur le terrain extérieur et sur le plan militaire avec le Liban et la Syrie de ce qui se passe à l'intérieur. Le régime est très affaibli par les sanctions.
D'ailleurs, Monsieur Larijani, le président du Parlement, a dit là il y a 2 jours que c'était pas seulement les sanctions qui affaiblissaient l'économie iranienne, mais qu'il y avait déjà des problèmes avant. C'est-à-dire que l'économie est très affaiblie, la population est très mécontente, mais d'un autre côté, cet engrenage militaire, cet expansionnisme à travers les positions iraniennes en Syrie, puis à travers le Hezbollah, on ne peut pas faire marche arrière. Les Iraniens ne peuvent pas faire marche arrière parce que il y a trop d'intérêts matériels, politiques, idéologiques. Les gardiens de la révolution constituent un État dans l'État en Iran. Et ils imposent leurs conditions. Et leurs conditions, ce n'est pas du tout de se désarmer, c'est au contraire, parce que si se désarmer n'existerait plus, c'est au contraire de poursuivre et d'accentuer l'expansionnisme en renforçant notamment le Hezbollah. Et donc ça veut dire qu'on crée une situation d'affrontement possible avec Israël via le Hezbollah. Voilà. Mais je crois qu'il y a un engrenage côté iranien qui ne peut pas être arrêté. Ou alors il faudrait un changement. C'est cela. Et est-ce qu'il y a une chance, parce que le message adressé par Mike Pompeo la semaine dernière après les essais de missiles à ogives nucléaires, pas ogives nucléaires, à ogives multiples, des missiles balistiques iraniens adressés à l'Europe en disant que ces missiles pouvaient toucher n'importe quel point au Proche-Orient, mais également certains points en Europe, est-ce qu'on peut envisager un ralliement de certains pays européens qui pourraient peut-être abandonner finalement l'accord de Vienne et se rapprocher des États-Unis pour faire face à la menace, non pas alors non plus la menace nucléaire, mais cette menace de missiles balistiques? Alors je vais vous dire, et ça sera peut-être la transition avec le deuxième sujet, c'est que l'Europe, malheureusement, elle a bien d'autres soucis aujourd'hui. L'Europe est très affaiblie et très divisée. Cette même semaine qui vient de s'écouler, on a vu donc le Royaume-Uni larguer les amarres, avec la confirmation du Brexit, avec l'accord sur le Brexit. On voit Madame Merkel qui a annoncé il y a quelques semaines qu'elle renonçait à se représenter, donc qui est affaiblie. On voit Monsieur Macron qui est obligé d'annuler maintenant un voyage en Serbie, un voyage à l'étranger. Son Premier ministre qui ne va pas à la COP24, alors que pour la France c'était quand même un élément de politique étrangère essentiel. Donc pas de représentation ni du Premier ministre ni du président de la COP24. Donc l'Europe, à d'autres chats à fouetter. Écoutez, en Andalousie, donc dans ce bastion de la gauche espagnole, l'extrême droite vient de faire une percée. Donc on a maintenant des gouvernements européens divisés entre eux, qui sont maintenant, minés par leurs problèmes intérieurs et difficiles pour les Européens, encore plus difficiles qu'avant de prendre des positions. Alors, à part ça, ça ne veut pas dire que les Européens ne prendront pas de position, mais c'est vrai que c'est pas leur préoccupation. C'est pas le moment, d'accord. Voilà. Alors, effectivement, cela nous conduit justement au sujet dont on voulait parler plus en détail, c'est-à-dire cette protestation, ce mouvement des Gilets jaunes, et puis ce qui l'accompagne, c'est-à-dire cette violence presque sans précédent, on va dire. Ça nous ramène même à mai 68 et peut-être pire, bien entendu. Il y a des actes de vandalisme sans précédent au cœur de Paris. Comment expliquer ce mouvement et vers où va ce mouvement? Est-ce que ce mouvement sait où il va? Alors écoutez, il y a plusieurs niveaux pour analyser ce mouvement. Il y a d'abord le plus spectaculaire, le plus dramatique, c'est cette violence au cœur de Paris, avec ces saccages, avec ce vandalisme, et avec surtout, je dirais, l'émergence d'une violence extrême, avec cette volonté de tuer, comme l'a dit M. Castaner hier devant la commission de l'Assemblée nationale, la commission des lois, une volonté de tuer direct contre les policiers, et ce n'était pas cette fois-ci quelques dizaines de casseurs, mais ce sont quelques milliers, peut-être 2000 personnes qui étaient organisées et qui ont organisé une véritable guérilla urbaine à l'intérieur de Paris. Donc là, on est face à des organisations, et ces organisations ont un soutien. C'est ça qui est nouveau. C'est que d'habitude, dans les manifestations syndicales traditionnelles, vous avez la CGT ou la CFDT qui manifestent pacifiquement, qui ont un service d'ordre, et lorsque les casseurs arrivent, puisqu'il y a toujours des casseurs, ils les contrôlent, ils les expulsent, ils les affrontent, et ils sont d'une certaine manière en complicité, en solidarité avec la police. Alors que là, les manifestants gilets jaunes étaient solidaires des casseurs. C'est-à-dire même si tous les manifestants gilets jaunes n'ont pas pris des pierres pour tirer sur les policiers, pour envoyer sur les policiers, il y avait des pierres, il y avait des marteaux, il y avait des briques,
vraiment une volonté de tuer. Les manifestants gilets jaunes, on n'a pas vu, vous avez vu à la télé, on n'a pas vu les gilets jaunes dire à bas les casseurs, vive la police. Non, non, c'était plutôt le contraire. Donc là, il y a un problème d'une violence sociale qui est forte et qui est voilà, et qui est comprise, pas soutenue par les Français, mais comprise par un certain nombre de Français. Alors après, il y a une deuxième chose. Il y a le mouvement Gilets jaunes en lui-même, c'est-à-dire le mouvement de contestation, qui est un mouvement, je dirais, qui s'affaiblit de jour en jour. Puisque les porte-paroles des Gilets jaunes disent on est nombreux, on est le pays, en réalité, ils sont quelques milliers à manifester chaque jour, et quelques milliers, 4-5 000 sur le pays, c'est pas beaucoup, c'est-à-dire 30 à un endroit, 40 à un autre, etc. Mais ce qui est plus inquiétant pour le gouvernement, c'est qu'ils sont soutenus par les Français. Alors, c'est pas la violence qui est soutenue, mais c'est ce mécontentement. Et donc, le gouvernement va être amené très probablement dans les heures qui viennent à annoncer des mesures et à effectuer un véritable tournant économique et social à son corps défendant, tout simplement, pas parce qu'il y a de la violence, mais parce que 70% des Français comprennent ce mouvement de mécontentement et que ce mouvement de mécontentement n'est pas totalement infondé sur le plan social. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Michel Taubman de nous avoir informé et éclairé sur ces deux sujets importants qui sont véritablement l'actualité brûlante dans notre région. Est-ce que je peux ajouter quelque chose quand même? Oui. Parce que, oui, sur les gilets jaunes. Oui. Il y a quand même, vous avez vu, il y a une espèce d'engouement général. Brigitte Bardot met un gilet jaune, les gens du showbiz mettent des gilets jaunes, etc. Simplement, c'est un mouvement qui n'est pas démocratique. C'est ça. Ce n'est pas démocratique. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui, en tant que tel, n'est pas un mouvement très sympathique, je vous dirais franchement mon avis. Hein. Autant que les gens soient mécontents, les gens qui... C'est un mouvement qui n'a pas de leader. Ou qui a des leaders qui s'entretuent, c'est-à-dire s'entretuent. C'est-à-dire vous vous rendez compte quand même que le Premier ministre propose aux gens de venir négocier. Bon, il les invite à Matignon. Et l'autre fois, déjà, on a vu, il y en a un qui est venu, mais qui a dit je veux pas rester parce que je reste pas si c'est pas filmé intégralement, parce que les gens, les gilets jaunes n'ont pas confiance en lui. Et puis l'autre qui est sorti par une porte dérobée, on n'a pas vu son visage. Et là, les gilets jaunes dits modérés, qui avaient appelé avant-hier matin dans le JDD à négocier. Ça ressemble à de l'anarchie, hein. Parce qu'ils disent qu'ils sont menacés de mort. C'est-à-dire que on est devant quelque chose qui relève du terrorisme. Il y a des animateurs, des journalistes qui sont menacés de mort. Ils sont menacés. Sur Facebook, on donne leur adresse privée, on dit on va aller démolir leur appartement, on menace leurs enfants. Donc il y a quelque chose qui relève du terrorisme et qui relève du terrorisme qu'on a vu dans le passé en France. Qu'on a vu sous d'autres cieux et qui est évidemment inquiétant. Mais c'est vrai que le problème du gouvernement, c'est de doter toute légitimité à ce qu'il y a de violent et de terroriste dans ce mouvement, et évidemment en négociant. Voilà. Merci beaucoup Michel Taubman d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualita. On aura l'occasion certainement de se reparler à ce sujet dans les prochaines semaines. Merci encore d'avoir été avec nous et bonne journée.